Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour à tous et bienvenue au podcast Les Dérangeants, le podcast sur l'entrepreneuriat au Québec. Je me présente Mathieu Charret, journaliste au Journal Les Affaires où je couvre l'entrepreneuriat et où j'anime, ce qu'on va se le dire, pure délice de podcasts que sont Les Dérangeants. Pure délice parce que je suis accompagné des savoureux Étienne Crevier, le succulent PDG de Biogénique. Salut Mathieu. Du très appétissant Alex Mancy de Mango Software. Salut Mathieu. Et du non moins délectable et moelleux Carlo Coccaro de Mathemo Monde. Voilà, Mathieu. Bonjour messieurs, en forme? Ça va toi? En grande forme. Ça va. J'espère que vous êtes en forme parce que pour cet avant-dernier épisode de la saison, on a la chance de rencontrer Mohamed Haj des fermes Loufa et de discuter de la santé physique de nos entrepreneurs avec notre débat Kale versus McDo ou encore Hey le gros, mange santé. Mais juste avant de passer à l'entrevue avec Mohamed Haj, on fait un petit tour de table. Messieurs, votre coup de gueule ou coup de cœur de la semaine. Alex. Alors, je vais commencer par mon coup de cœur. Je reviens de vacances tout juste. Et Tu reviens d'où? je suis allé en Italie. Italie. Et quelques jours en France et à Monaco. Ce fut fantastique. Rien de trop beau pour la classe ouvrière. Ouais, c'est pas facile d'entrepreneur. Non, Non, mais il je avait sais. dit que ça faisait comme 8 ans qu'il n'avait pas pris de Ben, vacances. c'est là. ça. Puis en plus, je me suis même pas acheté de carte SIM là-bas. Donc, j'étais complètement déconnecté, ou à peu près. Mais ce fut très reposant. Et là, je suis top shape. T'as l'air top shape. Carlo, toi? Moi, j'ai gagné un tirage au sort de Revenu Québec. Ah, chanceux! Je sais, je vais avoir la chance d'héberger un de leurs... J'en héberge un en ce moment. Pour moi. vrai? High five. Nice, c'est peut-être le même. C'était PSCVQ? TPS TVQ. All right! Hey! Mais sans blague, coup de gueule parce que j'ai pas de temps à perdre avec ça. Coup de cœur parce que les lois sont faites pour être respectées. Puis sachant que moi, je les respecte, je me dis au moins, ça régule la situation de ceux qui ne la respectent pas. Coup de gueule, comme 3 coups de gueule dans la même affaire, mais Ben c'est oui. que j'ai toujours l'impression que c'est les PME qui payent pour les gros joueurs qui, eux, ont les moyens de ne pas payer de taxes et d'impôts. On entend beaucoup d'histoires. Bon, on parle même de Netflix et d'Amazon de ce monde qui aussi sont dans ces eaux-là. Donc, je suis content, mais pas content. En tout cas. Moi, C'est ambigu. ma vérificatrice, je la trouve très gentille et sympathique. Voilà, c'est dit. Étienne, coup de gueule, coup de cœur. Mais moi, je vais faire un coup de cœur parce que, sincèrement, le mois d'octobre à décembre, c'est extrêmement achalandé pour Biogénique. Les gens sont malades au retour de Noël, au retour de Il l'été. vit sur le monde C'est malade. dégueulasse. Moi, cette attitude-là J'en me reviens dégoûte. pas. Mais sincèrement, on voit qu'il y a vraiment une tendance où est-ce que l'été, c'est mort. Au mois de septembre, on revient. Octobre, c'est là que ça commence. Le mois d'octobre est le mois du cancer du sein et mon équipe fait un travail assez phénoménal avec notre clientèle où est-ce que c'est déjà malade et on ne veut pas les rendre plus malades. Et donc, on les écoute, on les accompagne et on passe des heures, sincèrement, au téléphone à simplement entendre les histoires de maladies des Québécois et Québécoises. Et ça me touche, sincèrement. J'ai versé une larme l'autre jour de voir une employée qui est restée jusqu'à 7h30 au bureau parce qu'elle devait faire des suivis avec une femme qui avait le cancer du sein. Wow, quelqu'un de dédié. Vraiment. Ben, merci, messieurs. Écoutez, on fait une courte pause, une très courte pause, puis on revient avec Mohamed Haj des fermes Loufa. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. À l'École de gestion John Molson de Concordia, nous formons la prochaine génération de propriétaires d'entreprises et de gens d'affaires. Nous offrons plusieurs cours, dont un certificat de 2e cycle en entrepreneuriat. Pour plus d'informations, concordia.ca/GCE. Ici Carlo Coccaro de Mathemo Monde et aidersonenfant.com. Je suis venu déranger Luc Ménard, chef de l'exploitation Desjardins Capital Régional, pour parler financement et croissance. Bonjour, Carlo. Bonjour. Jusqu'à quel point la mission, les valeurs d'une entreprise sont importantes quand vient le temps d'investir chez Desjardins? Au bout de la ligne, lorsqu'on fait un investissement, la première chose qu'on regarde, c'est le fit des valeurs avec l'entrepreneur. On dit souvent qu'on est dans un métier de financier, Ouais. mais à la fin de la journée, on fait des ressources humaines.
On s'associe à des individus qu'on croit qui vont être nos leaders de demain. Il y a différentes alternatives qui s'offrent à toi dans la croissance de ton entreprise. On a de la dette subordonnée ou encore du capital action. On s'associe à l'entrepreneur pour l'aider à réaliser ses projets, donc on devient un co-actionnaire avec lui. Super, merci beaucoup, Luc. Ça fait plaisir. Les dérangeants. L'entrevue de la semaine est une présentation de Millésime Up, la nouvelle division du groupe Millésime dédiée aux besoins de recrutement des startups. Pour en savoir plus, visitez millésimeup.com. De retour au dérangeant avec Étienne Crevier, Carlo Coccaro et Alex Mency, on accueille Mohamed Haj des fermes Loufa. Bonjour Mohamed. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Mohamed, tu es originaire du Liban. Tu as cofondé les fermes Loufa en 2010 à Montréal avec, entre autres, ton épouse, Lorraine Ratmel. Tu n'avais encore aucune expérience en agriculture quand tu as fondé ça. Hein? J'ai toujours pas d'expérience en Toujours agriculture. pas d'expérience. Oh! Donc, ton souhait, produire des légumes biologiques sur les toits en ville et bouleverser le modèle de distribution alimentaire tout en impliquant beaucoup de technologies. Hein, tu reviens beaucoup là-dessus. La première serre est inaugurée en 2011 et les premiers paniers sont livrés la même année grâce à un système d'abonnement en ligne. Mohamed, première question. Comment on en vient, tu viens pas du monde agricole, à cofonder une entreprise d'agriculture urbaine biologique de distribution alimentaire? C'est d'où vient l'idée, finalement? Tout d'abord, on n'est pas certifié biologique. On n'utilise aucun pesticide, herbicide ou fongicide, mais on n'est pas, c'est toujours de l'hydroponie. C'est pas considéré biologique. Parce que c'est de l'hydroponie. C'est de l'hydroponie, exact. Oui. OK. Mais vraiment, la naissance de Loufa, ça vient du fait que, tout d'abord, moi, je suis libanais d'origine et au Liban, j'ai vécu dans le monde de l'agriculture. Alors, toute ma famille, tous mes cousins travaillaient dans le monde agricole et j'adore la technologie. Alors, moi, mon objectif, depuis mon arrivée au Canada, c'était d'essayer de trouver des technologies qui pouvaient améliorer la vie de mes cousins et de mes cousines. Alors, je connaissais quand même bien le domaine. Je faisais beaucoup de recherches dans tout ce qui est hydroponie. Et ma copine dans le temps, Lorraine, venait tout juste de finir ses études en biochimie. Et elle aussi, ses grands-parents étaient des agriculteurs. Alors, on s'est dit tous les deux qu'on voulait essayer de trouver la technologie qui pouvait changer la façon qu'on mange. Alors, manger plus sainement, en pleine ville, d'une façon plus directe. Et une nuit, on a eu cette idée folle de bâtir des serres sur des toits, d'aller chercher de la technologie, de la recirculation d'eau de la Californie, la lutte biologique du Holland. Alors vraiment rassembler toutes les technologies du monde pour essayer de produire des légumes de façon plus durable. Intéressant. Je retiens que tu as eu l'idée pendant la nuit. Mais est-ce que ça a été difficile en 2010-2011 d'obtenir les premiers appuis pour un projet d'agriculture comme ça, de la ville, par exemple? Ça a dû être assez difficile de les convaincre. Là. En fait, pas la ville, je dirais que c'était pas difficile. Ils ont toujours supporté l'idée, sauf qu'il y a quand même beaucoup de procédés à suivre avant d'avoir un permis. Alors, il était toujours très ouvert à l'idée, mais il fallait quand même attendre au moins 2 ans avant d'avoir le go-ahead pour la construction. Hein? Oui. Okay. C'est un projet qui n'a pas nécessairement... On n'a pas eu un défi qui est non surmontable, mais on a eu des dizaines et des dizaines d'assez gros défis. Ça, c'est votre projet proche de l'Acadie, là, la première serre? Exact, c'est ça, oui. Et en 2011, on a construit la première serre commerciale qui est sur un toit au monde. Et on a vraiment tout de suite compris pourquoi c'était la première. Dis-moi, Mohamed, j'entends ton histoire, puis ça me fait beaucoup penser à ce que j'ai vécu avec Biogénique, le sentiment d'imposteur. Ultimement, on se lance, on ne sait pas trop où aller. Qui t'a aidé en premier? Qui a mis le premier $, la première bourse? Qui que tu veux comment tu trouves ton remercier? premier building? Je vais prendre votre toit, on va faire une serre dessus. En fait, pour le financement, on a cogné à toutes les portes. Il n'y a aucune porte qui a ouvert. Alors, c'était vraiment Mais les tu as eu familles. la Fondation Montréal Inc. Oui, la Fondation Montréal Inc. était, je dirais, avec la SEDAC, étaient les deux organismes qui ont vraiment nous ont supportés dès le début. Les défuntes SEDEC. Comment? Les défunts SEDEC. Mais c'était quand même un investissement assez majeur. On a investi, je pense, que $2 millions alors, pour la première serre. Alors, c'était principalement la famille et les amis qui ont pris ce projet-là. Tu peux me présenter ta famille, s'il vous plaît? Ça ne dérange pas? Je dirais, là où on était très, très chanceux, c'était à trouver l'immeuble. Parce qu'on a fait quand même, ça nous a pris 1 an pour trouver, on a fait un repère de tous les immeubles de Montréal. 120 immeubles, on les a visités, on a trouvé 10 qui avaient de l'allure.
il y avait 2 propriétaires d'immeubles qui étaient prêts à nous rencontrer en personne et il y avait un propriétaire d'immeuble qui était prêt à nous louer leur toit. Parce que les immeubles à Montréal n'ont pas été conçus pour supporter Pas des toutes. fers. Oui, aujourd'hui, on a une plateforme de serre qui peut s'installer sur une très, très grande partie des immeubles. Mais au tout début, on voulait un immeuble qui était conçu pour recevoir des étages supplémentaires et on n'en avait pas vraiment beaucoup. Alors, on a finalement fait un deal avec Michel Léonard, un entrepreneur à Montréal qui était assez visionnaire pour comprendre qu'il y a un risque, mais que le risque, ça valait la peine. Et quelles sont les retombées pour ce propriétaire-là, les retombées positives, à part le loyer? Est-ce qu'il y a d'autres retombées positives qui peuvent... Oui, absolument. Tout d'abord, l'énergie. Alors, on vient isoler l'immeuble. Alors, en hiver, l'immeuble va utiliser beaucoup moins d'énergie pour se chauffer. L'été, l'immeuble est plus froid parce qu'on le refroidit avec la serre sur le toit. C'est aussi une question de visibilité. Si vous rentrez chez nous, il y a un solarium sur le toit qui est ensoleillé, qui est toujours à la meilleure température et humidité l'année longue. Alors, ça attire quand même des gens. L'immeuble était presque vacant à notre arrivée et là, il est presque complet. Ouais, mais je vais te baver un peu. Tu disais qu'en 2012, tu as dit que tu espérais que cette année, donc en 2012, l'UFA aurait de 6 à 8 serres dans des villes du Canada puis des États-Unis. Maintenant, vous en avez 3. Pourquoi tu continues à exprimer tes idées de grandeur comme ça puis d'expansion si ça n'a pas fonctionné en 2012? C'est chiant. En fait, non, c'est Les dérangeants, Étienne. Je pense que même on voulait avoir une 50aine de serres dans les 5 prochaines années. Alors, on savait que ça allait être difficile, mais on ne s'attendait pas que ça soit aussi difficile. Okay. Oui. Et aussi, nous, le parcours qui a un peu changé, c'était, on pensait qu'on allait construire une serre à Montréal. Et ensuite, on allait construire une deuxième à Boston, une à Toronto. Mais on s'est aperçu que la demande à Montréal était beaucoup, beaucoup plus élevée que ce qu'on s'attendait. Alors, on a décidé de vraiment mettre beaucoup plus d'investissement à Montréal. Alors, aujourd'hui, on a 3 serres. On veut construire la 4e encore à Montréal. Et même à date, notre objectif, c'est de reproduire ce modèle partout dans le monde, mais on veut le faire vraiment quand on est prêt et quand on pense qu'on a une plateforme qui est mature. On ne veut pas commencer à appliquer une technologie ou une méthodologie qui n'est pas raffinée. Alors, on s'approche, mais vous n'êtes pas prêt. On n'est pas encore là. Est-ce que vous faites de l'argent? Oui, on a commencé à faire des ventes en 2011, pardon. Êtes-vous rentable? On a eu notre première année de rentabilité l'année passée. Alors, ça a pris quand même 5 ans avant d'arriver à la rentabilité. Félicitations. Et l'objectif de l'UFA, ce n'est pas nécessairement la rentabilité aujourd'hui, c'est vraiment d'agrandir l'entreprise, de développer la technologie. C'est un modèle là, que vous voulez exporter. Absolument, en fait. c'est la formule, développer la formule. Mais on est vraiment conscient aussi qu'il faut être financièrement indépendant pour démontrer au monde que c'est viable, cette nouvelle façon de manger, cette nouvelle façon de s'alimenter. Est-ce que le modèle est réplicable à 100%, par exemple, dans le sud des États-Unis, avec autant d'avantages, sinon plus, ou la température québécoise, par exemple, n'est pas un frein tant que ça, puis on aurait les mêmes gains ailleurs? Oui, en fait, on pense que le modèle est plus réplicable dans les villes froides. Alors, on ne se voit pas agrandir ou développer ce modèle-là en Floride ou en Californie. Tout d'abord, il y a beaucoup de production locale qui se fait déjà, qui est disponible l'année longue, mais plutôt à Boston, à Toronto, à tous les pays européens. Alors, plus c'est froid, mieux c'est. L'avantage de l'UFA, l'avantage des serres sur des toits, c'est principalement l'énergie. On est capable de produire avec moins d'énergie. On est capable d'isoler l'immeuble, mais on est capable aussi d'apporter des légumes frais l'année longue à des populations qui, d'habitude, n'en ont pas en hiver. À quand la papaye d'appellation d'origine contrôlée du Québec? Comment? La papaye du Québec ou La papaye du Québec. Ça s'en vient. Ça s'en vient. En fait, dans notre serre, aujourd'hui, on a une rangée où on fait des essais. On a des bananes, on a des citrons, on a des... Alors, mais c'est juste des essais. On peut tout produire en serre, mais on ne peut pas nécessairement les produire rentablement. Okay. Tu disais en avril, Mohamed, que l'UFA connaissait une progression annuelle de 50% depuis les 3 dernières années, puis que tu embauchais pratiquement un employé par semaine. Comment tu fais pour procéder à cette intégration-là? C'est tout un contrat, là. C'est tout un défi d'intégrer autant de nouvelles personnes. Vous êtes combien d'employés maintenant? On est à peu près à 200 employés en tout. 200 employés. Oui, exact. Okay. Et c'est vraiment pas évident. On a finalement développé quelque chose qu'on appelle le LUFA Day. C'est une journée et demie où les gens rentrent, ils ont une présentation sur l'historique, les valeurs de l'entreprise. Ensuite, ils commencent à 5 heures le lendemain et ils commencent à la serre. Ils vont faire la cueillette de tous les légumes parce que nous, notre équipe commence très tôt le matin.
Par après, ils vont amener les légumes à notre entrepôt pour les préparer, pour les monter dans les paniers. Ensuite, ils vont sortir dans les camions, ils vont livrer les paniers aux consommateurs, ils vont rencontrer les consommateurs et ils finissent leur journée vers 7 heures du soir. Alors, c'est une journée où ils quasiment vont pratiquer presque tous les rôles dans l'entreprise. Ça fonctionne? Ça fonctionne vraiment bien. Je me rappelle, on a fait notre première levée de fonds en 2012 et on avait un investisseur qui voulait faire du due diligence. On lui a fait faire le Loofah Day. Ils ont tout de suite compris les défis de Loofah, l'opportunité et aussi le déroulement de l'entreprise et le potentiel aussi. Le recrutement est difficile? Comment? Le recrutement est difficile? Et je dirais que c'est pas très difficile, à part dans certaines tâches. Okay. Notre entrepôt, c'est la partie qui est la plus difficile parce qu'on commence à minuit et on termine à 10 heures du matin. Ouais. Alors, c'est un shift qui est quand même assez difficile parce que nous, on fait... alors, les loofahvores peuvent commander jusqu'à minuit et nous, de minuit à 10 heures du matin, on va cueillir, on va préparer les paniers, on va les livrer. Alors, tout se fait la nuit pour que ça soit le plus frais possible. On a même aujourd'hui 25% de nos ventes, c'est des légumes nous, on fait pousser. Mais 75% de nos ventes, c'est des produits qui viennent de d'autres producteurs de la région du Québec. Beaucoup de ces producteurs-là vont travailler aussi la nuit pour apporter leurs aliments à notre marché. Alors, on a une boulangerie qui travaille, on a 5 boulangers qui sont là la nuit complète pour préparer presque 150 variétés de pain. Et on a une boucherie à Mont-Laurier qui va préparer les coupes de viande à chaque jour, la nuit, pour les apporter chez nous à 9 h du matin. Mais le transport de tout ça, justement, est-ce que c'est pas contre-productif sur l'impact écologique? En fait, on regarde la question de transport énormément. On a aujourd'hui 10 camions à diesel qui font la livraison de toutes les paniers, mais on livre aussi plus de 10 000 paniers à chaque semaine. Alors, ce qui est le fun chez nous, c'est qu'on livre à des points de chute. Alors, les livraisons se font en vrac. The last mile, c'est là où il y a le plus d'énergie qui est consommée. Et on le fait aujourd'hui en petite partie avec des autos électriques. Alors, on a 11 autos électriques qui font la livraison à domicile pour les clients qui le veulent. Mais la plupart de nos clients prennent leur panier à des points de chute. Et là, la formule écologique fonctionne parce qu'on livre en vrac. Alors, dans les écoquartiers, on va déposer 30, 50, 100 boîtes à la fois. Et on a des points de chute un petit peu partout à Montréal, dans la plupart des entreprises, les grosses entreprises, les gros immeubles. Alors, c'est facile pour les consommateurs aussi, en sortant de leur travail, de prendre leur panier de légumes, l'amener chez eux. Amazon Fresh, si ça arrive ici, comment tu vois ça? Ce qui est Amazon Fresh, moi, j'admire beaucoup ce qu'Amazon fait côté logistique, côté technologie. La différence avec Loofah, c'est vraiment le fait qu'on a nos propres légumes qui font pousser sur les toits. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nécessairement se trouver. On ne peut pas trouver ça chez Costco ou même chez Amazon. Mais c'est quoi la différence pour le consommateur? La différence, c'est que si vous prenez un panier de tomates Loofah, ça a été cueilli il y a quelques heures. Elle a été cueillie à maturité rouge, sans pesticides, sans herbicides, sans fongicides. Vous connaissez le nom de la personne qui l'a cueilli et le goût est incroyable. Vraiment, les gens... Mais là, je dois dire, par contre, ton panier de tomates, là, mettez un petit couvert par-dessus. Parce qu'à chaque fois que je vais chercher mon panier, il y a des tomates partout. En fait, ça, c'est un problème pas facile, assez courant. Ouais. Pas facile. Non, mais écoute, elles sont très bonnes. Fait que tu veux pas en gaspiller. Là, mais c'est ça, OK. C'est un problème connu, ça? Oui, c'est un problème connu. On regarde pour ce qu'on peut faire, mais là, c'est moins problématique parce qu'on est en train de mettre des laitues par-dessus. Je ne sais pas si tu as remarqué. OK, pour essayer de... Mais comment tu les trouves, les tomates? Ah non, elles sont excellentes quand il en reste. Là. Parce que si tu remplis ton panier trop tard, la sélection est réduite. First come, first serve. Ouais, c'est ça. Ben oui, tout à fait. Et les fraises, c'est légendaire aussi. C'est légendaire aussi. OK, tu me donnes le goût. Là. Je commence à avoir faim. Mohamed, on parlait déjà de tes plans pour Boston, par exemple, Toronto. Qu'est-ce qui vous manque là, pour avoir des franchises, par exemple, là-bas ou d'autres Loofah, finalement? Je dirais que à chaque année, on fait une liste de tous les projets qu'on veut entreprendre l'année. Et cette année-là, on a presque 200 projets. Alors, chaque département, on a près d'une vingtaine de départements chez Loofah et chaque département se fait réinventer à chaque année quasiment. On n'a pas encore trouvé la bonne formule. Alors, ce qu'il nous manque encore, c'est, je dirais, à peu près une année davantage de développement, surtout dans le design de l'entrepôt, dans les méthodes comme là, par exemple, on regarde pour changer notre flotte de camionnage pour les convertir à l'électrique. Alors, on veut vraiment pouvoir avoir une formule assez mature avant de commencer à la répliquer, mais on s'approche quand même assez vite de ça. Et l'objectif, c'est de répliquer ce modèle dans les grandes villes nord-américaines. Répliquer le modèle, ça nécessite... Est-ce que... Moi, je doute souvent le fait que les Québécois, entre autres, sont vraiment prêts à payer
un peu plus cher pour avoir des trucs bio, même des trucs écologiques. Dans les sondages, ils vont dire que oui, mais dans la réalité, je ne crois pas beaucoup. Est-ce que c'est essentiel pour ton entreprise de vouloir payer plus cher pour avoir des bons légumes qui ont été cueillis très près, ou vous êtes capable quand même, avec un 10 à 15 % de la population qui est vraiment prêt à le faire, d'avoir une entreprise qui est très florissante? Dans nos premières années, on était plus cher, et davantage qu'on progresse, on est capable de réduire notre coût. Comme par exemple, quand on a construit notre 3e serre cette année, une serre qui est immense, qui est très productive, on a pu réduire les prix de nos laitues, de nos verdures quand même d'une façon assez significative. Je pense que cet été-là, on a vendu nos laitues à $1, $1,50. Alors là, avec la 4e serre, on est capable d'apporter davantage des économies. La 4e? La 3e? La 3e, pardon. Oui, on est capable d'apporter davantage des économies à nos consommateurs, et c'est l'objectif. Alors, on pense que ça va toujours être une offre qui est un peu premium, mais ce ne sera pas nécessairement pour le top 1%, mais c'est plutôt pour les gens qui veulent bien manger, qui comprennent l'importance de manger local, santé. Avez-vous beaucoup de rétention de vos clients? Comment? La rétention de vos clients? La rétention est très, très bonne. On se compare souvent à d'autres modèles, surtout aux États-Unis, et on ne divulgue pas nécessairement les chiffres, mais les gens restent chez nous. Plus qu'un an? Ou... Oui, beaucoup plus qu'un an. OK. Oui. Bon. Mohamed, dernière question. Tu as déjà dit que Loofah, puis tu parlais d'Amazon Fresh tout à l'heure, j'ai trouvé ta réponse super intéressante, comme tu les admirais finalement. Tu as déjà dit que Loofah ne voulait pas rester seul à exploiter des serres sur les toits au Canada. Pourquoi tu cherches la compétition? Tu veux pas faire d'argent? Tu veux pas être premier sur le marché? Notre objectif, tout d'abord, c'est vraiment de développer le modèle de l'agriculture urbaine. Que ce soit nous qui le faisons ou d'autres, l'objectif, que ça soit fait. Et nous, on collabore énormément aussi avec des entrepreneurs de partout dans le monde. Je pense qu'on a présentement une dizaine de projets avec d'autres entrepreneurs pour échanger des idées, pour essayer de les aider à développer ce modèle-là. On est parti vraiment, au début, on a vraiment eu cette vision qu'on peut produire des légumes sur des toits, que les toits sont magnifiques pour la production agricole, et on est croyant aujourd'hui, plus que jamais, que c'est l'avenir de l'agriculture. Des légumes et des fruits en mission. Tout à fait. C'est ce que vous faites. Merci beaucoup, Mohamed H, de passer au dérangeant. De notre côté, on fait une courte pause, puis on revient avec une discussion sur la santé physique des entrepreneurs intitulée « Hey le gros, mange santé ». Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération, signée Université Concordia. Bonjour, je suis Charles Beerbrier, entrepreneur en résidence, Banque nationale, pour l'école de gestion John Molson à l'Université Concordia. Les jeunes entrepreneurs me demandent souvent si j'ai déjà refusé un client. Absolument. Partir une entreprise prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Il est important de travailler avec des clients ayant les mêmes valeurs fondamentales à nous-mêmes. C'est sûr que ça rend également les affaires beaucoup plus agréables. Pour plus d'informations, concordia.ca/GCE. En matière de droit, les entrepreneurs ont de bons et de moins bons réflexes. Voici la question Garling WLG. Cette semaine, nos amis du cabinet d'avocats Garling WLG veulent savoir impôts, taxes de vente, salaire. Connais-tu tes obligations en matière de fiscalité dans ton entreprise? Les gars, qu'est-ce que vous en pensez, Alex? Ben, tu vois, nous autres, quand on a commencé à faire des affaires aux États-Unis, notre grosse question, c'est est-ce qu'il faut facturer TPS, TVQ? On s'est rendu compte qu'en appelant le gouvernement, on a eu 3 réponses différentes. Mais finalement, on en a eu une bonne. Mais c'est pas, c'est pas tout le temps évident, surtout quand tu vas à l'international, de voir les bons règlements, les bonnes règles à appliquer. Oui, puis en ce qui a trait aux taxes, comme je disais, moi, je me fais vérifier bientôt par rapport aux taxes. Puis on fait beaucoup d'achats en Ontario, on revend beaucoup au Québec, on vend en Europe. De bien facturer ses clients, ça nous a... on n'a pas eu le choix d'aller chercher de l'information de gens compétents. Ça, puis l'autre aspect, c'est la fiscalité. Puis le gouvernement ne sont pas tout le temps compétents. Ils ne veulent pas t'aider, le gouvernement. Ou des fois, tu appelles, tu as 2 réponses différentes. Exactement. Ils veulent pas se commettre. Ils ne veulent pas les mettre par écrit, jamais. Exactement, non. Pouvez-vous m'envoyer ça par écrit? On fait pas ça, monsieur. Mon numéro d'agence, c'est 56226. Mais les crédits d'impôt à la R&D, moi, c'était un de mes gros problèmes parce que je me disais, c'est un crédit d'impôt. Donc, si je ne paye pas d'impôt parce qu'on ne fait pas de bénéfices, ça ne me sert à rien d'appliquer là-dessus. Mais tu te rends compte que tu laisses énormément d'argent sur la table parce que les crédits R&D,
c'est 74 % d'un salaire que tu peux carrément aller chercher. C'est énorme. Là. C'est Quand tu ouvres ta compagnie, il devrait avoir un guide ou une ressource qui t'explique tout. Un one-stop shop. Et voilà, un guichet unique, qu'on dit. Jeune pousse. Ben, l'autre élément de fiscalité, je sais pas vous autres, les gars, mais la fiscalité de l'entrepreneur aussi. Comment se payer? Revenu versus salaire versus autre façon de le faire versus la structure des entreprises pour optimiser l'impôt. Ou c'est bien mieux de tout ignorer puis de recevoir une facture. Aux 2-3 ans. C'était la question Garling WLG. Pour les conseils de l'équipe Garling WLG, rendez-vous sur la page Facebook des Dérangeants. Bon, de retour dérangeant avec le débat « Hey, le gros, mange santé ». Qu'est-ce que tu veux dire? Are you calling me fat? Non. On va se le dire, c'est moi le plus rond des dérangeants. Je pense que c'est moi. Rondelette, les deux adjectifs. T'as une shape d'Apollon. Oui, mais il y a des petites jambes. J'ai tellement eu peur de ce que tu t'en allais avec ça. Laquelle jambe? C'est ça. Donc, le débat. Hey, le gros, mange santé avec les délicieux Alex Mency, Carlo Coccaro et Étienne Crevier. Messieurs, l'entrepreneur prend-il suffisamment soin de lui à travers du stress lié au quotidien? Combien d'heures vous réussissez à dormir? Est-ce que vous mangez convenablement? On mange bien. Convenablement? Est-ce que vous faites de l'exercice? Est-ce que les entrepreneurs les plus prospères sont forcément les plus en forme? Est-ce que c'est un facteur de réussite? Avant de commencer, 2 petites statistiques intéressantes de l'université Brigham Young. Il paraît que mal manger... Personne sur la Terre qui sait c'est où cette université-là. Ouais, tu le dis vite avec un accent british, c'est ça une université fonctionne. Internet. Là. Brigham Young. Le site, c'est aaa.com. Mal manger, c'est lié à une baisse de productivité de 66 % et ne pas faire de sport, c'est lié à une perte de productivité de 50 %. Donc, messieurs, croyez-vous qu'un entrepreneur qui prend soin de lui a plus de chances de réussir? Dormir, c'est tellement 2017. Non, mais si tu dis que pour faire de sport, tu baisses ta productivité, mais si t'en as jamais fait, dans le fond, t'es au même niveau. Non, mais écoute, Mathieu, moi, je reviens de vacances, puis j'ai perdu... En plus, les gars, vous l'avez même pas remarqué, mais j'ai perdu 15 livres. Non! C'était tellement beau, Alex, que t'illumines la pièce, on ne voit plus rien. Écoute, Le problème, c'est quand 15 % représente juste comme 1 % de ta masse de Ça, c'était méchant. Ça, c'était gratuit, méchant. Ça pour dire que moi, j'étais vraiment un fervent de manger mal et pas faire de sport, mais maintenant, la marche et bien manger fait partie de mon quotidien depuis 2 semaines. Et je vois des différences. Écoute, Tu vois des différences? Oui, ce midi, normalement, moi, McDo, c'est mon client favori. Je vais là, puis ce midi, je En mangeais... fait, t'es leur client favori. Ouais, je suis leur client. J'ai probablement des actions dans l'entreprise. Mais tu dis que tu fais de la marche, donc tu t'es mis au sport, finalement. Ben, j'ai pas eu vraiment le choix. Je sais pas si t'es déjà allé en Italie, mais on marche en maudit. Là. Mais là, de retour d'Italie, vas-tu continuer? Oui, absolument. Ouais? Absolument. Aujourd'hui, un petit sandwich avec un verre d'eau, puis je m'endormais beaucoup moins en l'après-midi. Donc, Ça a l'air le fun comme vie. Carlo? on s'en reparle la semaine prochaine. C'est ça. Ben, est-ce que la bonne forme physique, est-ce qu'un corps sain fait une différence? Moi, je dis à 153 %. Autant les statistiques le disent, là, pour moi, c'est une évidence. Mais moi, personnellement, quand je me sens pas bien dans mon corps, je me sens pas bien dans ma journée. Puis et c'est pour ça que depuis 3 ans, à raison de 5 ou 6 fois par semaine, je cours. Je cours le matin. Puis, tu sais, moi, j'ai 3 enfants. Puis Non, moi, je cours tout le temps après au tes travail. enfants. Ben, c'est ça. Moi, je cours tout le temps au travail. Je dis à mon plus jeune, donne une claque au plus vieux, puis je vais te courir après. Non, on a un tapis roulant, puis je me donne comme défi Ça de me semble courir. simple. Ben, je pense que oui. Oui, là, puis, oui, tout à fait. parce qu'on leur enseigne et tout. C'est de courir au moins 15 minutes par jour. OK. 15 minutes, c'est court, c'est facile à faire. La réalité, en fait, c'est que après Pas 3 d'excuse. ans... Pas d'excuse, exactement. C'est même pas... Puis après 3... Même pas besoin de déjeuner avant, c'est 15 minutes. Souvent, je fais 30, mais l'idée, c'est au moins 15 minutes. Puis, il y a 2 avantages à ça. Le premier, c'est que maintenant, je me sens pas bien quand je le fais pas. Donc, quand je me lève, ce que je veux faire, c'est ça. Parce que je connais mon sentiment du après, comment je me sens après avoir fait l'activité physique. Et ça change ma vie. Dans le sens, Vraiment, ça fait change une ma vie. différence, tu le Tout à sens fait. ta journée. Là. Ah, Ça, tout à c'est fait. des lunchs, toi? Si je me fais des lunchs? Ouais. Ou ta femme, te fais-tu des lunchs? Non, ma femme me fait pas de lunch. Je me fais des lunchs 2 fois sur 3, peut-être. OK, quand même, pas mal. Ah ouais. Étienne? Ben, en fait, moi, je suis un fervent de fais ce que je dis, pas ce que je fais. On le voit dans ton apparence corporelle. Merci. Écoute, j'ai un père médecin. Ça va mal Je suis finir, hein. moi-même professionnel de la santé et je suis un mauvais ambassadeur parce que je me suis rendu jusqu'à 252 livres c'est pas pire. cet hiver. Puis c'est un IMC d'autour de 36. Je ne sais pas si vous savez, mais 36, c'est obèse. Je pesais 2,42 il n'y a pas si longtemps. Là. Puis t'as quelques pouces de moins que moi, donc ça me rassure.
Ultimement, je me suis mis à l'entraînement, puis j'ai des phases comme ça où est-ce que je deviens un peu trop focus et j'ai commencé à courir 6 jours par semaine. Je voulais faire un demi-marathon. Je tombais en épuisement complet, puis j'ai la chance de travailler, d'avoir dans mon équipe une nutritionniste, d'avoir d'autres professionnels de la santé, des médecins avec qui on travaille. J'ai posé la question, je suis comme, mais j'ai donc ben pas le moral, Colin. J'ai pas envie de me lever le matin. Ils disent, ouais, mais qu'est-ce que t'as changé? Je me suis mis à courir. Ouais, combien? Genre 10 km par jour. Comme, ouais, okay, toi, t'es capable de courir 10 km? Ben, pour vrai, oui. Arrête. Non, j'ai fait un 10 km. J'ai fait un 21 km cet été. Je fais toujours des 5 km. Parce que... Mais je suis tombé de 2,52 à 2,25 en ce moment. Puis ça va mieux. Mais Au travail, vois-tu une différence? Pas en tout. Zéro. Non, sérieux, j'ai pas plus d'énergie, j'ai pas plus de focus. T'as jamais eu beaucoup de focus, Henry. C'était pas ta grande force. Non, mais on regarde tous les leaders, là, tu sais, mettons Steve Jobs, bon, qui est mort, mais... la plupart des PDG, c'est rare qu'ils sont très corpulents, là, on va se le dire. Là, ben, Steve Ballmer de Microsoft, il est assez corpulent. Hein? Ouais, mais pas dans son jeune temps. Hein. Ouais. Mais l'affaire, c'est que même, juste, on pose la question à n'importe quelle famille. Là, fallait que t'en sortes un. Un adulte, un couple avec 1 ou 2 enfants, puis demandez-leur s'ils sont capables de faire de l'activité physique, puis s'ils mangent bien. Puis la moitié vont dire non, on n'a pas le temps, c'est difficile. Mais c'est un peu facile, ça. On n'a pas le temps. Il faut pas que tu prennes. Quand tu auras 3 enfants, tu vas le dire, on n'a pas le temps parce que tu n'en as pas de temps. Tu sais, tu n'en as vraiment pas de temps. Ah, c'est pas évident. Puis le matin, je contrôle pas mon horaire. Le soir, à la maison, jusqu'à une certaine heure, je contrôle pas mon horaire. On n'a pas le temps. Mais tu as juste à adopter des enfants de 17 ans. Oui, mais il y a d'autres problèmes, il paraît, qui viennent avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les entrepreneurs, on a un mode de vie différent, puis on est tous un peu plus excessifs dans certains domaines, que ce soit le travail, que ce soit la passion, que ce soit on veut que les choses se réalisent, puis ultimement, on est responsable de tout. Fait que veut pas, faut qu'on travaille des fois un peu plus ou différemment des autres. Mais justement, et ça, c'est le deuxième niveau de difficulté. Là. Pour que ça se réalise, ça prend quand même une vie équilibrée. Ah, moi, j'y crois tout à fait. Il faut bien manger, il faut être en forme. Tu peux pas... En fait, plus tu es en forme, moins tu as besoin de dormir. Moins tu as besoin de dormir, à la limite, plus tu peux travailler ou te concentrer ou avoir du temps pour toi ou avoir un équilibre de vie. Puis en plus, l'employeur, l'entrepreneur, a une responsabilité d'être, à certains égards, un modèle pour ses employés. Fait que, tu sais, si t'es le gars qui mange pas bien, qui dort pas bien, qui est bête, qui est overweight, puis tout ça, ben, à un moment donné, ça donne une image de ton entreprise à tes employés, à tes clients, qui est pas optimale. Tu parlais de sommeil tantôt. Combien d'heures vous dormez chacun par nuit, environ? Attends, je vais sortir ma Fitbit. Mais là, moi, j'aimerais ça avoir à dormir 4 heures par nuit. Là. C'est comme mon rêve. Un des super pouvoirs que j'aimerais avoir, là, c'est dormir juste 4 heures ou un minimum de 4 heures? Non, maximum 4 heures. Moi, ça serait mon rêve. Ouais, mais malheureusement, c'est plus en moyenne 6 heures. Puis mon besoin réel, 7 heures, 7 heures et demie. Mais tu sais, ceux qui dorment 3-4 heures par nuit, là, par définition, vont réaliser, s'ils travaillent, 2 fois plus d'affaires que moi dans la vie. Alex? Bon, je suis un bon 7 heures. 7 heures? Ouais. Ça, ça n'a pas tout le temps été comme ça. Mais maintenant, c'est important, sinon... ça marche pas, la journée. Non, c'est ça, ça marche pas. Étienne, ton Fitbit dit quoi? Puis t'accomplis rien de vraiment plus en restant debout 2 heures de plus jusqu'à minuit. Ouais. C'est prouvé qu'au-delà de 50 heures de travail par semaine, la productivité chute. Là. Ouais, mais j'ai déjà travaillé, puis à un moment donné, c'est les oiseaux qui se mettent à chanter. Tu fais il y a peut-être temps que j'aille me coucher. Mais moi, je suis pas d'accord, Mathieu. La majorité des entrepreneurs, grands entrepreneurs à succès vont dire... Plus tu travailles fort, plus tu vas accomplir. Parce que la productivité pour tes employés, au-delà de 50 heures peut-être, Elon Musk il dit travailler 85 heures semaine, tu vas faire 2 fois plus que quelqu'un qui travaille 40 heures semaine. Puis 85 heures, je comprends, tu n'as pas beaucoup de vie, là, c'est du 12 heures par jour, 7 jours semaine. Mais... T'as pas de vie, hein? Non, t'en as pas. Tu sais, t'en as pas. Tu as des soirées de libre une fois de temps en temps. Moi, je pense que tu accomplis plus. Tu as moins d'équilibre, mais tu accomplis plus. Étienne? J'étais à 6h30. 6h30 par nuit. C'est bon. Mais moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Carlo, jusqu'à un certain égard. C'est d'être capable d'être efficace où est-ce que ça compte. Oui, mais c'est ça. Parce que 85 heures, si tu travailles puis c'est toi-même qui fais tes posts Facebook puis c'est toi-même qui fais ton design, non, ça va. Tu sais, moi, j'avais un mentor qui m'avait dit imagine que tu te payes 300 $ de l'heure, OK? Puis si tu peux le sous-traiter pour moins que ça, fais-le parce que ton temps, il faut qu'il soit bien investi. Puis le problème des entrepreneurs, c'est qu'ils vont justement travailler fort parce qu'ils veulent pas déléguer, parce qu'ils disent si je le fais, ça va coûter moins cher. Ah, mais on s'entend-tu que si tu fais 100 000 par année, mais tu travailles 80 heures, c'est comme si tu en faisais 50? Là? On est d'accord, mais moi, je préfère ça. Puis j'avais une prof au HEC qui m'avait dit d'enseigner ici ce soir, je peux pas être chez nous à laver ma toilette ou à plier mon linge, mais je préfère bien plus être ici à vous enseigner puis prendre mon salaire du HEC puis payer une femme de ménage. Ouais. Donc, ultimement, elle fait pas d'argent à être au HEC, mais elle a du fun dans sa vie, puis elle est là. Et quand j'ai compris ça... Puis un de ses anciens étudiants qui parle d'elle dans un podcast ultra populaire. Exact. Ouais.
Puis, c'est... A Star is Born. Another one. Ben, les dérangeants. On parle de moi. Oui, exactement. Non, mais toi, c'est déjà fait. Là. Exact. Mais c'est clair. moi, j'ai fait le choix d'avoir une femme de ménage. J'ai fait le choix de m'acheter des lunchs santé qui sont livrés à domicile. Ça s'appelle NutriFit Plus. Je vais leur faire une plug. C'est très bon. Ça coûte 9 $ le lunch. Mais j'ai 200 grammes de protéines. Puis ça a vraiment tout ensemble. Fait que oui, ça me coûte plus cher manger. Ça me coûte plus cher tout. J'ai moins d'argent de lousse. Ben, c'est un excellent truc, en fait. Là. Ben, Alex, je pense as-tu des trucs comme ça? Non, ma blonde est une fan de good food. Moi, je comprends pas trop le concept, mais on va dire que je suis bien d'accord avec cette idée-là. C'est quoi? Dans le fond, tu t'abonnes, tu choisis des repas, tu tires ça chez vous. Il y a toutes les portions déjà préparées, tu as juste à assembler. C'est comme un Lego de repas, dans le fond. Mais c'est très bon, ça, dit en passant. C'est montréalais. Oui, absolument. Puis... Mais bon, tout ça pour dire que si t'es rendu à travailler 80 heures semaine, tu devrais peut-être t'asseoir un samedi puis regarder ton horaire, puis qu'est-ce que tu fais dans la semaine. Puis il y a peut-être des places où tu peux couper ou réorganiser pour être plus efficace. À un moment donné, je pense que il n'y a personne qui devrait travailler nécessairement 80 heures. Oui, tu as accompli plus, mais si tu en fais 120 aussi, tu vas accomplir plus, mais à quel prix? Ouais, mais je travaille 80 heures par semaine, non. Pas 80, peut-être 70, honnêtement, pour éviter d'en travailler 40. Parce que 40 heures, je trouve ça déprimant. Une job de 8 à 5, là, ça me tente pas pour le restant de ma vie. Jamais. Je vais être le pire employé. Fait que travailler 75 heures, c'est que ça veut dire que tu es passionné, que tu aimes ça, ça va bien. Il n'y a rien de pire que de travailler 75 heures, 80 heures, puis ça marche pas. Là, je suis d'accord, c'est démotivant. Ah oui. Mais si tu en travailles 40 puis tu accomplis la même chose parce que tu le fais mieux. Ben, tu vas en 60 puis tu vas aller encore plus loin. Ouais, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter à ça parce que c'est malsain. Là. Qu'est-ce que vous avez à changer dans votre routine pour prendre soin de vous physiquement? Couper Alex Mency de ma vie. Oh! Moi, je vais te prendre Alex. Moi, je te prends. Merci, Carlo. Sérieusement, faire c'est une chose à améliorer. Faire du sport? Faire du sport. Faire plus de sport. Je pense que ça, c'est, mettons, ma résolution à la fin de l'année. Là. OK, on va suivre ça. Carlo? Ma résolution à moi, c'est depuis une semaine ou deux là, que je dis à ma femme, pratiquement à chaque jour, au-delà de ma course du matin, là, qui me fait un bien qui immense. achève parce que l'hiver arrive. Là, non, je fais ça dans mon sous-sol. Ouais, tu vas prendre une douche après ta course, mais ça, c'est un autre sujet. Non, c'est le soir. Moi, je fais ça le soir. Okay. Non, sans blague. Non, mais au-delà de ça, c'est d'aller au gym. J'ai besoin de... J'ai toujours aimé ça. Je suis pas un sportif... moi, si j'arrête de courir pendant 2 semaines, j'ai l'impression d'avoir commencé à fumer pendant 3 mois. Tellement je suis pas un coureur naturel, mais j'aime beaucoup ça. Je suis un grand sportif avec peu de talent. Et ça me manque, ça, de m'investir un peu plus dans un sport ou dans une activité un peu plus concrète. Puis d'avoir... À chaque fois que je cours, à chaque fois que je fais de l'activité physique, je viens avec des nouvelles bonnes idées. Mon cerveau se relâche, puis là, je suis capable de focusser sur des trucs vraiment importants. Ouais, et ça, c'est... à chaque fois que je vis ça, je me dis tout le temps, Carlos, tu devrais aller courir 3 fois par jour. Puis comme, why not? Pourquoi je n'irais pas courir 20-30 minutes 2 fois par jour ou 1 fois par jour le midi au bureau? Je suis sûr que ça ferait une différence. Malheureusement, on n'a pas de douche. Là. Ça, Ils vont avoir une odeur dans ton bureau. Ouais, exactement. Non, mais c'est comme les power naps. Hein? C'est prouvé que t'arrêter... En fais-tu? Oui, j'en fais. Tu t'arrêtes 15 minutes sur Start, t'es top shape. Là. Ouais. Et si j'ai un conseil à te donner avant que tu donnes ta réponse, Étienne, c'est les douches froides. L'autre affaire que en guillemets, changé ma vie, là, ça fait 2 ans T'as coupé hydro, puis tu... Non, mais je prends une douche normale, là, puis je finis à l'eau froide pendant 1 minute, puis maintenant, c'est un besoin. Là. C'est comme un reset dans ton corps. Ça réveille, ça ferme les pores de peau. Il y a quelque chose de vraiment cool avec ça. Le biochimiste dit good job. Ouais, OK, cool. Moi, c'est Cuisiner Plus. Cuisiner Plus. Ouais, je pense que mes casseroles sont encore neuves. Oh. Je les ai jamais déballées, finalement. Ça fait combien d'années? Ça va faire 5 ans. Ah, ouais, ça peut-être temps. Ma blonde cuisine beaucoup. Okay. Moi aussi, j'aime ça. J'ai fait beaucoup de cours de cuisine, puis j'aime ça, mais j'ai pas assez de... Je prends pas assez de temps, si on veut. Mais, tu sais, tantôt, tu parlais du 9 à 5, là, mais depuis que tu as un jeune enfant, il y a aussi le 5 à 9 qui existe. Là. Oui, tout à fait. Le deuxième shift. Ouais. Messieurs, c'est déjà tout pour les dérangeants cette semaine. Un très grand merci à Jackie Galland, la technique, à l'idéateur Hugues Chandonnet, au Mouvement Desjardins puis à l'Université Concordia pour leur support. À nos dérangeants, malgré tout, Étienne Crevier, Carlo Coccaro et Alex Mency. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le dernier épisode des dérangeants de la première saison, déjà. D'ici là, on nous suit sur Facebook, Instagram et Twitter. C'était Mathieu Charest, Journal des Affaires, qui vous dit à la semaine prochaine. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.